Fabrice Bonifay, bonjour. Bonjour Émilie. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'entreprise contributive. Et d'abord, j'aimerais te faire réagir à cette pépite d'Aurore. Qu'est-ce que tu en penses? La pépite, c'est la dame qui en parle, là, surtout, hein, parce qu'elle a l'air passionnée, ses yeux pétillent, brillent, elle y croit. On sent que c'est un projet vraiment humain. Ouais. Et elle a su fédérer tout son petit écosystème autour. Et voilà, la mayonnaise a pris. Et les gens qui travaillent dans cette entreprise, j'ai l'impression qu'ils savent pourquoi et pour qui. Et quand on sait pourquoi et pour qui, on peut faire des miracles. Donc, non, c'est bien. C'est formidable de voir des gens motivés. Et voilà, rien à dire. On est proche de l'entreprise contributive, là. Bon, il faut en savoir un peu plus quand même. Hein. Alors, justement, est-ce que tu ne pourrais pas nous définir, Fabrice, ce qu'est une entreprise contributive? Alors, l'entreprise contributive, la définition, alors il n'y a pas encore de norme ISO qui spécifie exactement ce que c'est, mais c'est une entreprise qui se resynchronise au vivant. Ouais. Voilà, alors c'est quoi? On considère que les entreprises aujourd'hui, pour faire du business, utilisent des matières premières avec de l'énergie, de l'intelligence humaine, des convertisseurs, des machines. Mais en utilisant ces matières premières et cette énergie, les entreprises ont un impact sur l'environnement, un impact plus ou moins négatif en fonction des business. Mais il ne pourra pas y avoir d'entreprise durable s'il n'y a pas équilibre entre ce que l'entreprise produit, utilise, prélève et ce que la nature fabrique ou répare comme pollution, enfin comme sa capacité à réparer la planète toute seule, c'est-à-dire épurer l'eau, épurer l'air, stabiliser le climat, etc. Donc si l'entreprise émet trop d'externalités ou produit trop d'externalités négatives, elle va contribuer négativement au déséquilibre planétaire et atteindre plus rapidement les limites planétaires qu'on a déjà atteintes depuis très très longtemps. Et dans ce cadre-là, il ne pourra pas y avoir de durabilité pour l'entreprise. Donc l'entreprise doit comprendre que si elle veut durer, il faut qu'elle se réorganise autour de ces fameuses limites planétaires. C'est ça l'entreprise contributive. C'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la planète est capable de digérer par elle-même, par la photosynthèse ou l'absorption océanique. Ne pas prélever plus de ressources que la planète est capable de reconstituer par elle-même. Si j'utilise du bois, est-ce que je laisse le temps à la forêt de se reconstituer suffisamment vite, etc. Et la plupart des entreprises ne sont pas contributives. Hélas, elles sont prédatrices nettes de ressources, elles produisent beaucoup d'externalités. Et ce n'est pas une entreprise toute seule qui pose problème. C'est que comme tout le monde, toutes les entreprises produisent ces externalités négatives, c'est la somme de ces externalités négatives qui font que le système économique n'est plus soutenable. Donc, on a imaginé, c'est un ensemble d'entreprises, des modèles d'affaires qui resynchronisent l'entreprise par rapport à ces grands enjeux et qui font que l'entreprise continue de produire de la valeur économique, mais sans détruire de la valeur issue du capital humain et du capital naturel. Et donc de rétablir cet équilibre, c'est possible aujourd'hui, mais ça nécessite de changer plein de choses dans la façon de fonctionner l'entreprise et notamment son modèle d'affaires. Donc tu l'expliques ça dans un livre qui va paraître en avril, c'est ça? Voilà, donc on a coécrit un livre avec Céline Puffard-Dishvili qui s'appelle L'entreprise contributive, qui va paraître effectivement en avril, édition d'Uno, et qui s'appuie sur des cas d'école réels, donc des entreprises qui appliquent déjà ce modèle-là et qui gagnent de l'argent. Mais qui gagnent de l'argent autrement, donc mais c'est un sans terme produire. Que vous avez inventé du coup Oui, c'est un terme qu'on a inventé parce qu'on a trouvé que la notion de contributif net positif, c'était joli, que c'était assez démonstratif de ce qu'on voulait présenter. Et on espère que le livre aura beaucoup de succès. Et alors Fabrice, est-ce que tu peux peut-être expliquer aux JD qui nous regardent quelle est la différence avec l'entreprise à mission justement? Alors, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui a un cadre juridique et c'est une entreprise qui s'est donné des objectifs mesurables, quantifiables, opposables, c'est-à-dire que ces objectifs peuvent être ou seront même vérifiés par des tiers indépendants qui vont venir vérifier à un moment donné que les objectifs ont été atteints ou pas atteints. Et donc pour être entreprise en mission, il faut se fixer des objectifs mesurables et accepter d'être audité
hein, par une tierce partie. Là où l'entreprise contributive, on n'a pas forcément quelqu'un qui va vérifier qu'on fait bien le job, c'est ça? Alors non, l'entreprise contributive, alors bien, l'entreprise contributive préconise d'utiliser des référentiels. Il y en a plusieurs. Il y a Bicorp, il y a ISO, je crois. ISO, bien sûr. Il y a des normes ISO aujourd'hui qui permettent donc de se comparer par rapport aux enjeux de long terme. Hein, le climat, rejet dans l'eau, rejet dans l'air, etc. Mais aujourd'hui, le concept d'entreprise contributive ne s'appuie pas sur une démarche formelle jusqu'à une labellisation, une certification. Ce n'est pas la priorité du moment. La priorité, c'est de prendre conscience de ces enjeux, d'aligner son modèle d'affaires et puis, pourquoi pas, un jour, envisager une reconnaissance externe, mais on n'en est pas là. Tu parles de capital immatériel hein, dans le livre. Tu fais, en parlant donc tu fais allusion aux critères extra-financiers, c'est ça? Oui. Ouais. En fait, il y a 3 types de capitaux qu'il faut pouvoir maintenir dans une entreprise si on veut assurer sa durabilité. Il y a le capital financier. Et tout le système comptable aujourd'hui est basé sur la préservation du capital financier. C'est très bien. Sauf que pour fonctionner, on l'a vu, il faut aussi des matières premières issues de la nature. Ça, c'est le capital naturel. Et rien dans le système comptable aujourd'hui permet de préserver ce capital naturel à son coût de maintien. C'est-à-dire, à son coût de maintien, ça veut dire dépenser suffisamment de ressources, d'argent, d'investissement, de provisions pour que les matières premières utilisées puissent se reconstituer à la bonne vitesse pour pouvoir continuer de produire la valeur. Mais ce n'est pas que ça le capital naturel. Le capital naturel, c'est aussi le fonctionnement des écosystèmes. Lorsqu'une entreprise produit des externalités négatives, donc des pollutions, et que les écosystèmes sont dégradés, donc le climat se dérègle par exemple, on sait très bien que tôt ou tard, si ce problème s'amplifie, ça aura forcément un effet sur le business de l'entreprise. On le voit bien en agriculture, on le voit bien dans... Et alors justement, nos JD qui nous regardent ont envie de savoir comment devenir entreprise contributive. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi, des étapes à suivre? Est-ce que tu pourrais les aiguiller concrètement? Alors le mode d'emploi, c'est déjà de s'informer sur ce qu'on entend par limite planétaire. D'accord. Et d'écouter ce que disent les scientifiques depuis des années, et ils ne sont pas écoutés, sur... ce que l'on peut faire et ce qu'on n'a plus le droit de faire. Donc ce qu'on n'a plus le droit de faire, c'est notamment émettre des émissions de gaz à effet de serre. Parce que le vrai sujet pour toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, c'est d'arriver à une neutralité carbone le plus rapidement possible. Donc s'aligner sur l'effet scientifique, mais il n'y a pas que le carbone, il y a d'autres enjeux. Ensuite, c'est modifier son modèle d'affaires. C'est dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Donc en passant, ça a été dit, d'un modèle d'affaires très linéaire. Aujourd'hui, j'extrais des matières premières que je ne paye pas, je fabrique mon produit avec une obsolescence plus ou moins programmée pour provoquer le réachat, et ensuite le produit est utilisé par le client et en fin de vie très peu réutilisé, enfin réemployé ou recyclé, et ça finit en déchets la plupart du temps. Ce modèle-là, il est extrêmement prédateur en ressources et pas du tout durable à un horizon maintenant très court terme. Donc les modèles d'affaires qui vont dominer demain, ce sont des modèles qui seront plus circulaires, ça a déjà été dit. Est-ce qu'on a des exemples d'ailleurs à donner, par exemple, d'entreprises comme ça, des modèles d'affaires vertueux? Plein. Si on prenait exemple comme des entreprises qui font des photocopieurs. Pendant très très longtemps, on achetait la photocopieuse, et puis on avait cette machine qui tombait en panne de temps en temps, et puis on devait assumer l'achat de la machine et puis les consommables pour faire fonctionner la machine. Bon, il y a de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui proposent une machine en location, voilà, et l'entreprise paye en fait le nombre de copies réalisées par mois, mais par contre toute la partie maintenance reste à la charge de l'entreprise qui a fabriqué la machine. Alors, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est qu'il est clair que l'entreprise qui fabrique la machine a tout intérêt à ce que la machine soit bien conçue, robuste, tombe le minimum en panne, parce qu'à chaque fois qu'il y a un technicien qui va venir réparer, ça sera de la rentabilité en moins pour eux. Et ils ont tout intérêt aussi à faire ce que cette machine soit donc réparable et dure le plus longtemps possible. Parce que chaque copie réalisée par l'entreprise, c'est du bénéfice pour l'entreprise qui fabrique la machine, mais qui ne la vend pas. Et là, tu ne me donnes pas de marque, là, Fabrice. Est-ce que tu as des marques qui... Oui, Ricoh fait ça. Ricoh fait ça, Xerox fait ça. Maintenant, la plupart, d'ailleurs, des entreprises de ce secteur le font. Mais il y a aussi, on prend souvent cet exemple dans les écoles aujourd'hui de Michelin, parce que c'était l'une des premières entreprises à le faire, qui, avec les pneus de camion,
bien pendant des années, ils ont fabriqué des pneus de camion qu'ils ont vendus à leurs clients. Et aujourd'hui, ils fabriquent toujours des pneus de camion, mais ils les louent à leurs clients. Et ils ont tout intérêt à ce que les clients les utilisent le plus longtemps possible parce qu'en fait, ils facturent leurs clients au kilomètre parcouru. Et voilà, c'est ça. Et donc, en fin de vie, parce qu'il y a toujours une fin de vie, eh bien, le pneu, il est récupéré par l'entreprise qui récupère ses matières premières pour refabriquer d'autres pneus. Et ce modèle-là est beaucoup plus vertueux car le fait que les matières premières soient récupérées, ça évite d'aller les chercher dans la nature. Donc, c'est déjà mieux pour l'environnement. Le fait donc de faire durer plus longtemps le produit, ça permet de produire moins de déchets parce qu'il y a moins de rotation d'achat, d'utilisation et de traitement en fin de vie. Et cette économie dite de la fonctionnalité, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon, c'est une économie du service qui est moins intensive en ressources et en énergie et qui est de fait beaucoup plus durable. Donc toutes les entreprises, y compris les petites. Y compris les grandes, oui. comme Bouygues, dont tu fais partie. Oui, absolument. Justement, on pourrait se demander, un grand groupe comme Bouygues, comment est-ce qu'on fait comment tu fais toi pour que ce soit un groupe contributif Alors, c'est mon travail de tous les jours. C'est difficile. Donc, donc, on a plusieurs grands métiers dans le groupe Bouygues. On peut prendre 2-3 exemples. Ouais. Premier exemple sur la route. Voilà, donc on fabrique des routes, ou plutôt on rénove des routes. La plupart des routes existent déjà, mais il faut les rénover régulièrement. Donc l'un des grands enjeux maintenant, ça va être de rénover en utilisant in situ les matières premières de l'ancienne route pour faire des nouvelles routes. Donc, et tout ça sur le même process, un même process industriel où l'ancienne route sert à faire la nouvelle route. Ça paraît improbable, mais aujourd'hui on sait le faire. Voilà. Un autre exemple dans le bâtiment, faire des bâtiments ce qu'on appelle des bâtiments hybrides à économie positive. Les BHEP, qui sont aujourd'hui normés, labellisés, et qui sont des bâtiments... Qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Il y a plusieurs leviers. Il y a déjà un levier énergétique, effectivement. Qui optimise les espaces vides. Alors voilà, qui produit d'abord plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ouais. Donc ça, c'est la notion de bâtiment énergie positive, qu'on avait déjà inventée il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. Ouais. Ensuite, c'est une notion qui optimise les espaces, effectivement. Donc une fois qu'on vend un bâtiment à un client, on lui propose... si il n'a pas l'occasion d'utiliser 100% du temps des espaces qui sont mis à sa disposition, quand il achète un bâtiment, on n'utilise pas tout le temps tous les espaces en permanence, eh bien c'est de faire en sorte, par diverses astuces, que les espaces non utilisés par l'utilisateur principal à un moment donné puissent l'être par des utilisateurs secondaires. Qui font partie du quartier, par exemple. Qui font partie du quartier, qui font partie de l'écosystème local. Et là, l'avantage, c'est que, on augmente ce qu'on appelle le temps d'utilisation, le temps d'usage, l'intensité d'usage. Et ces utilisateurs secondaires vont payer lorsqu'ils utilisent le bâtiment. Si vous avez un parking qui est utilisé une partie de la journée par les salariés et qui est utilisé la nuit par des riverains ou par des gens qui vont dans les salles de spectacle, eh bien ça fait des revenus pour le propriétaire du bâtiment et on utilise plus l'actif. Alors l'intérêt, c'est que si les bâtiments deviennent plus BHEP dans le futur, on va peut-être en construire moins, mais on récupérera en usage, qu'on perdra en construction, et tout le monde sera content. Et ça permettra peut-être de désartificialiser les villes pour remettre de la nature en ville, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de préserver le vivant. Je pense que tu ne peux pas nous dire tout ce que tu fais au sein du groupe Bouygues. Non, je peux vous donner plein d'exemples. Plein d'exemples qui montrent que l'entreprise contributive, c'est une longue marche. On va passer de modèles d'entreprise prédatrice, toutes les entreprises sont prédatrices aujourd'hui, au modèle d'entreprise contributive. On va mettre 10 ans, donc il y aura des injonctions contradictoires, dans la mesure où on continuera de faire comme avant pour préparer le monde d'après. D'ailleurs, le monde d'avant va en grande partie financer le monde d'après. C'est ce qu'on appelle la transition. Eh bien, cette transition, il faut maintenant que les entreprises la mettent en place le plus vite possible.